Balthazar Castiglione, le livre du courtisan. Plutôt que de le préfacer ou de l'introduire, je voudrais présenter Balthazar Castiglione au public français comme on présentait jadis un gentilhomme à la cour. Ce seront d'ailleurs des retrouvailles, un retour en arrière de plus de 4 siècles, au temps où le comte de Castillon était un familier de la société française comme de la société européenne en général, et où savoir son courtisan était la condition nécessaire de toute réussite mondaine. Depuis, la France l'a un peu oublié. Pour la dernière fois, l'abbé Jean-Baptiste Duhamel, en 1690, a publié de son livre une version expurgée et mise au goût sévère et prude de la fin du règne de Louis XIV. Le plaisir de s'initier au livre du courtisan est désormais réservé chez nous aux happy few capables de lire la langue de l'Arioste et du Tasse. Et peut-être ce cercle assez fermé m'en voudra-t-il de profaner un texte dont il fait ses délices secrètes. Mais ceux-là, j'en suis certain, sauront me pardonner, car en un temps où l'Europe se cherche une âme, il n'est pas inopportun de rappeler à la France, enfoncée dans son provincialisme culturel, l'existence d'un des livres les plus authentiquement européens qui ait existé. Paru en 1528, Il Libro del Cartegiano a connu ce genre de succès qui fait qu'une œuvre échappe à la littérature pour devenir un phénomène social et historique. Une quarantaine d'éditions italiennes jusqu'en 1787, une centaine jusqu'à aujourd'hui, des traductions françaises, espagnoles, anglaises, latines, allemandes, traductions polonaises, maintes fois réimprimées, sont là pour prouver que l'Europe des cours s'est reconnue dans l'œuvre du gentilhomme Mantuan, alors même que la petite cour d'Urbino qu'il célébrait avait disparu depuis longtemps de la scène de l'histoire. Le courtisan, puisque c'est sous ce titre abrégé que le livre est surtout cité, a servi de modèle à la multitude des traités qui, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime au moins, ont codifié les manières de cour, les bons usages, l'art de la civilité, celui de la conversation, ce mot désignant l'ensemble des rapports entre les hommes. Il a imposé avec la figure du parfait homme de cour un idéal humain dont le gentilhomme, l'honnête homme, le gentleman ont été les différents avatars. La poésie française au temps d'Antoine Héroët et de la Pléiade, la poésie anglaise à l'époque élisabéthaine, le roman avec l'Astrée d'Honoré d'Urfé ont trouvé chez lui une inspiration amoureuse et galante, où la tradition courtoise était vivifiée par une érotique et une esthétique néo-platonicienne. Rabelais, Montaigne, Cervantes, Shakespeare lui ont emprunté anecdotes et leçons morales et se sont référés explicitement ou non à ces descriptions de la condition courtisane. Quant aux moralistes et aux politiques de l'époque baroque, qui est aussi l'âge de l'absolutisme et de la raison d'État, ils ont retenu du courtisan la rhétorique du comportement social, l'art de la dissimulation, la dialectique de l'être et de l'apparaître dans le jeu du pouvoir, unissant ainsi de façon moins paradoxale qu'il ne semble les leçons des deux grands Italiens contemporains l'un de l'autre, Machiavel, le réaliste, et Castiglione, l'idéaliste. Et il est significatif qu'Amelot de la Houssaye ait intitulé L'homme de cour sa traduction de L'Oraculo Manual e Arte de Produzia de Balthazar Gracian, 1647, où se reconnaît clairement, de même que dans deux autres traités du jésuite espagnol, El Héros et El Discreto, l'influence de Castiglione. Mais il est inutile de multiplier cautions et références. Charles Quint, dit-on, avait 3 livres de chevet, la Bible, le Prince de Machiavel, le courtisan de Castiglione. Voilà qui nous paraît suffire. Nous sommes d'autant moins excusables en France d'avoir oublié le courtisan que nous avons la chance de pouvoir connaître son auteur de la manière la plus directe, la plus physique et la plus intime qui soit. Je fais allusion à son portrait que possède le Louvre et qui est une des plus belles œuvres de Raphaël, un des plus beaux portraits de l'histoire de la peinture. Raphaël, originaire d'Urbino et ami très proche de Castiglione, l'a probablement peint dans l'hiver 1515-16 à Rome. C'est le contraire d'un portrait d'apparat,
Un autre portrait par Titien au musée de Dublin est d'allure plus majestueuse. Le modèle est assis à la hauteur du spectateur dans une pose simple et digne. Nous le regardons, il nous regarde. Toute distance trop accentuée est abolie. Nous sommes dans l'espace de la conversation. Sur le fond neutre et froid, couleur de sable, se détache le noir profond de la coiffure et du pourpoint. Le béret de velours, orné seulement d'une plume et d'une broche, est posé sur un scuffiotto, sorte de bonnet serré sur le crâne que Castiglione portait pour cacher sa calvitie. Le pourpoint, de velours noir lui aussi, est égayé par le gris fauve d'une fourrure et le blanc d'une chemise au fin pli. Rien n'est plus parlant que ce jeu des couleurs et des matières dont Raphaël a rendu le caractère tactile avec un art admirable. Le noir évoque l'austérité et la sagesse de l'humaniste et du philosophe. La barbe concourt au même effet, mais aussi la sobre élégance du caballero espagnol, rapprochant ainsi les deux figures dont le courtisan se veut la synthèse idéale. La mode du noir a en effet été introduite en Italie par les Espagnols. Les costumes du Quattrocento étaient clairs et vivement colorés. Et Castiglione en fera la couleur préférée du courtisan pour ses vêtements. Il me plaît que toujours il tende un peu plus vers le grave et le sérieux que vers le vain. C'est pourquoi il me semble que la couleur noire a meilleure grâce dans les vêtements que tout autre. Et si toutefois elle n'est pas noire, au moins qu'elle tire vers le sombre. Si les couleurs sont discrètes, se tiennent dans la médiocrité ou juste mesure et refusent l'affectation, la somptuosité des matières, velours et fourrure, suffit à établir la distinction et l'ensemble produit la grâce. C'est dire que toutes les valeurs et les normes qui constituent, nous le verrons selon Castiglione, l'essence même de la courtisanerie, sont mises en œuvre dans ce portrait qui trahit une miraculeuse connivence entre le peintre et son modèle. Tous les deux partagent le même souci d'équilibre, d'harmonie et de composition physique et morale, qui est la marque du vrai classicisme. Qu'un seul détail soit déplacé ou accentué, et tout l'équilibre est modifié, on est dans un autre style, dans un autre univers. Pour s'en persuader, on n'a qu'à regarder à l'Albertine de Vienne le petit croquis que Rembrandt a fait d'après le tableau de Raphaël, après l'avoir vu lors d'une vente aux enchères chez le marchand d'art Lucas van Huffelen à Amsterdam le 9 avril 1639. Il suffit à Rembrandt de légères inflexions pour changer la signification morale du portrait de Castiglione. De calme et posé, presque timide, voire la position des mains, la posture accentuée dans le dessin par le point de vue plus bas adopté devient presque arrogante. Le mouvement de la figure vers le spectateur est plus vif, et surtout le béret se transforme en un grand chapiteau à l'inclinaison accentuée, affecté, dirait Castiglione. Nous sommes dans l'univers du panache, du brio, de la manière du baroque. Ce que dessine Rembrandt, c'est le cortegiano italien à l'allure cavalière, tel que son époque l'imagine, et dont il voudra revêtir le prestige dans ses autoportraits de 1639 et 40. Ce n'est pas celui de Castiglione. Le portrait peint par Raphaël a donc une valeur emblématique, et à travers l'apparence phénoménale du comte Balthazar Castiglione y rend sensible l'idée du parfait courtisan, grâce à la vertu visuelle qui, bien mieux que les autres sens, donne accès au monde des essences. Cependant, Raphaël ne donne pas seulement à voir une idée, mais un homme, son ami, dans ce qu'il a de particulier et de contingent, d'irremplaçablement unique. Il a peint l'âme de Castiglione à travers ses yeux bleus qui nous regardent, l'un légèrement ironique et amusé, l'autre sans illusion et un peu triste, bon. Par le regard, explique dans son livre Castiglione, les petits esprits subtils qui viennent de l'âme d'un homme pénètrent en traversant les yeux dans l'âme d'un autre. Au Louvre, les petits esprits de l'âme du courtisan d'Urbino sont toujours aussi vifs. Telle est la sorte d'éternité que seul l'art sait conférer. Du portrait, passons à l'autoportrait qu'est le livre du courtisan, puisque dès la dédicace, Castiglione avoue qu'il s'y est décrit, non pas tel qu'il était, mais tel qu'il avait cherché à être, tel qu'il avait professé d'être. Que la courtisanerie soit une profession, c'est en effet ce qu'il dit à plusieurs reprises. La profession n'est pas un métier est mécanique, un gentilhomme ne saurait en avoir un.
La profession est la consécration d'une vie à une activité. Le mot courtisan a pris un sens si péjoratif que nous ne savons plus ce qu'il voulait dire. Le livre de Castiglione nous l'apprendra, mais aussi et d'abord sa vie. L'œuvre est consubstantielle à son auteur, elle est le fruit de l'expérience de toute une existence, et sans doute son succès posthume a-t-il été largement dû au fait qu'elle avait été écrite par un gentilhomme authentique, paré du prestige fabuleux de l'Italie de la Renaissance, alors que ses innombrables imitateurs et continuateurs n'étaient que des hommes de lettres plus ou moins besogneux, prétendant enseigner les manières et dévoiler les secrets de cours princières qu'ils n'avaient jamais fréquentés. La vie de Castiglione illustre de manière parfaite ce qu'est au début du XVIe siècle en Italie et ce que deviendra dans l'Europe entière la condition, le statut et la fonction du courtisan. Issu de la noblesse médiévale, ce dernier a perdu peu à peu sa relative indépendance politique et économique, et il a été contraint de se mettre au service des princes. Deux princes plus ou moins importants, de la faveur desquels il attend charge, récompense, honneur et donation de titres et de terres. Né en 1478 près de Mantoue, d'une famille apparentée au Gonzaga, le jeune Balthazar reçoit à Milan la formation à la fois militaire, mondaine et humaniste, qui est alors celle des gentilshommes italiens, et qui est bien différente de celle des aristocrates français. Avec de grands maîtres comme Giorgio Merula, Demetrio Calcondila, Beroaldo l'Ancien, il apprend le latin et le grec et acquiert cette culture littéraire, rhétorique et philosophique dans laquelle le courtisan est solidement enraciné. Il fréquente la cour de Ludovic le Mort, la plus brillante d'Italie, dont les fastes sont ordonnées par Léonard de Vinci, et demeure à Milan jusqu'au début de 1499, quand la mort de son père le rappelle à Mantoue. Quelques mois plus tard, Milan est occupé par les troupes du roi de France, Louis XII. L'intelligence, la ruse, le raffinement des princes italiens et de leur cour ont décidément peu de poids en face de la puissance des grands États européens en train de se constituer. Castiglione, comme Machiavel à la même époque, en prend brutalement conscience. Sa carrière de courtisan commence au service de François II, Gonzaga, marquis de Mantoue, et époux d'Isabelle d'Este, qui lui aussi est à la tête d'une cour renommée, et il exécute pour lui les missions militaires et diplomatiques qui relèvent de sa profession. Au cours de l'une d'elles, il découvre avec admiration Rome. Gran cosa è Roma, écrit-il à sa mère, et la cour papale encore très profane. C'est là qu'il entre en rapport avec le duc d'Urbino, Guidibaldo de Montefeltro, et qu'il se met à son service en 1504, après avoir obtenu, comme c'était la règle, son congé du marquis de Mantoue, qui lui pardonnera difficilement sa défection. En 1506, il est envoyé en Angleterre pour recevoir du roi Henri VII l'ordre de la jarretière conféré à son maître. En 1507, il est chargé d'une ambassade à Milan, auprès de Louis XII. Quand Guidobaldo meurt en 1508, Castiglione reste au service de son successeur Francesco Maria della Rovere, participe à plusieurs expéditions militaires et se rend à Blois pour rencontrer secrètement Louis XII. En 1513, on le trouve à Rome comme ambassadeur permanent d'Urbino. Il s'y lie d'une amitié étroite avec quelques-uns des artistes, écrivains et humanistes qui fréquentent alors la cour du pape Léon X. Raphaël, Michel-Ange, Bembo, Sadoletto, Beroaldo le Jeune, Tebaldeo, Federico Fregoso. Dans les années qui suivent, il se marie 1516 et se voit confier la difficile tâche de défendre les intérêts du duc Francesco Maria contre les entreprises de Léon X, qui réussit temporairement à installer à Urbino son neveu Laurent II de Médicis. Dès ce moment, Castiglione a compris que les cours italiennes, sans moyens militaires, ne peuvent conduire une politique indépendante et que seule la papauté est encore capable de jouer un rôle et de sortir l'Italie des crises dans lesquelles elle est plongée depuis près de 30 ans, à condition de s'allier à une grande puissance. Entre François Ier et Charles Quint, empereur depuis 1519, il fait vite son choix en faveur de ce dernier. Devenu veuf en 1520, il prend les ordres mineurs en 1521 et il terminera au service de l'Église sa carrière de diplomate.
Le pape Clément VII l'envoie en 1525 en Espagne comme nonce pontifical à la cour de Charles Quint. 2 ans plus tard, c'est le sac de Rome. La capitale de la chrétienté est prise et pillée par les impériaux, et Castiglione est accusé de ne pas avoir prévu et prévenu la catastrophe. Sans doute a-t-il compris les dangers du double jeu mené par le pape entre les Français et les Espagnols, mais la brutalité de la riposte de Charles Quint était inattendue pour ce gentilhomme italien, habitué aux ligues épais fragiles de son pays. Castiglione meurt en 1529 à Tolède, sans avoir revu l'Italie, au moment où il va être fait cardinal. En apprenant la nouvelle, l'empereur Charles Quint aurait dit «Yo os digo que esse muerte uno de los mejores caballeros del mundo». La légende veut aussi que Charles Quint ait demandé à Castiglione d'être son témoin dans un duel qu'il avait proposé à François Ier. La vie de Castiglione coïncide donc avec la période la plus tourmentée de l'histoire de l'Italie, à la jointure de 2 époques. On pourrait dire de 2 mondes. Avant, c'était l'âge d'or des principautés et des cités-États comme Florence ou Venise. C'était le temps des Visconti, Sforza, Este, Gonzaga, Montefeltro, Aragon, Médicis. Issus de vieilles familles ou hommes nouveaux, condottieri, devant leur fortune, à leur talent et à leur virtu. À l'écart des profonds remous qui agitaient le reste de l'Europe, ces petits États italiens du Quattrocento, en lutte permanente les uns contre les autres, vivaient dans un équilibre suffisant pour que puisse s'y développer cette miraculeuse floraison artistique et intellectuelle, désignée sous le nom de Renaissance. À Milan, à Mantoue, à Urbino surtout, Castiglione a pu connaître ces cours, presque familiales et pourtant fabuleuses, au moment où elles jetaient leurs derniers éclats. Au palais d'Urbino, construit par le père de Guidobaldo, le duc Frédéric II de Montefeltro, une des figures les plus séduisantes de la seconde moitié du XVe siècle, il a eu l'occasion de vivre dans ce qui a été considéré à juste titre comme un des hauts lieux de la civilisation. L'Italie qu'il laissera après lui aura une figure toute différente. En jeu pendant de longues années, des luttes entre la puissance française et la puissance espagnole. Elle trouvera une paix durable sous le semi-protectorat impérial, mais au prix de l'abandon de ses rêves d'unité et d'indépendance. Cependant que la papauté, renonçant à ses ambitions directement politiques, organisera avec succès la reprise en main religieuse et morale connue sous le nom de contre-réforme. Cette Italie continuera à fournir à l'Europe ses reines, ses ministres et ses diplomates habiles, et à servir de patrie idéale aux écrivains et aux artistes. Mais la virtu, dirait Machiavel, l'esprit du monde, dirait Hegel, l'auront déserté pour s'installer ailleurs. C'est ce moment critique que Castiglione, acteur et témoin, a traduit dans le livre le plus serein, le plus intemporel qui soit. Ce n'est pas là le moindre de ses paradoxes.